Guillaume, ce temps d'échange, nous l'avons conçu comme un moment de dialogue et de débat entre nous. Donc ça n'est pas, je ne vais pas le faire en discours comme je l'ai fait tout à l'heure. Je veux juste introduire cette discussion par quelques réflexions et par quelques thèmes de discussion autour de ces enjeux, de nos enjeux stratégiques qui me tiennent à cœur et où je ressens le besoin sur lesquels je ressens le besoin de discuter entre nous. J'ai fait la proposition à l'université d'été, on en avait discuté avec vous, d'avoir ce temps d'échange parce que au cours du congrès, je suis intervenu sur ces questions de manière un peu spontanée dans la discussion, avant que nous passions à un vote important sur la stratégie que nous étions en train d'élaborer. Ça a provoqué une discussion de l'intérêt des réflexions et j'ai eu envie de prolonger un peu cet échange aujourd'hui. Et je veux ajouter que je ressens, et c'est l'intérêt de l'université d'été, d'avoir des temps d'échange, j'ai envie de dire, à froid. Ils ne sont jamais à froid en politique parce que les urgences politiques sont toujours là. Mais un peu détachés de tel ou tel enjeu particulier. Parce que je crois que très souvent, nous avons parfois du mal, individuellement ou collectivement, tous à prendre du recul sur les événements. Les questions sont nombreuses, elles vont vite, la pression des événements est très importante. Nous sommes amenés à agir sur des fronts multiples en permanence. Et le fil de notre démarche stratégique, qui doit nous permettre d'y voir clair et de savoir quel est le cap que nous essayons de tenir, est parfois un peu brouillé par la vitesse des événements. Donc je vais dire des choses qui peuvent paraître peut-être assez basiques pour commencer, mais qui me paraissent importantes et sur lesquelles je pense qu'il n'est pas inutile de se poser 2 minutes. La première chose donc ce que je vais dire en introduction, c'est plutôt des réflexions sur un certain nombre de questions, et ensuite chacun rebondira librement, comme l'a dit Guillaume, et on pourra partir dans différentes directions. D'abord, je veux dire, c'est marrant parce qu'avant d'introduire, j'ai rejoint cette salle au moment où Pascal concluait le dialogue précédent. Il était en train d'insister sur la question par laquelle je souhaitais démarrer, c'est qu'au cœur de toute notre stratégie, il y a toujours l'ambition majoritaire. Je pense que c'est une question où nous le répétons souvent, dans nos textes différents, il est toujours question d'une stratégie de rassemblement à vocation majoritaire, nous insistons sur nos textes sur cette question. Je pense que ça n'est pas seulement, ce n'est pas une clause de style, ce n'est pas pour dire que c'est effectivement, c'est mieux si c'est majoritaire que si ça n'est pas. Je pense que c'est plus profond que ça et que ça mérite réflexion et que ça a des implications dans notre comportement politique. D'abord, une stratégie à vocation majoritaire parce que nous avons la conviction, et ça repose sur des analyses que je ne développerai pas là, mais sur lesquelles on peut discuter, que l'immense majorité des gens, l'immense majorité des salariés, mais au-delà des salariés, de ceux qui vivent de leur travail, et ça veut dire aussi des paysans, une grande partie des professions libérales, des petits entrepreneurs, des artisans, l'immense majorité de ceux qui vivent de leur travail, à commencer par les salariés, ont intérêt, et de plus en plus intérêt dans ce monde, à des changements fondamentaux de l'organisation de la société. Et si nous le pensons, ça veut dire que les
les stratégies de changement que nous voulons construire doivent être capables de faire converger ces forces et de les intéresser tout au changement, ou en tout cas dans leur grande majorité. Et puisque l'idée c'est d'avoir un dialogue, je pense que c'est une question à laquelle très souvent, que nous répétons souvent, mais à laquelle nous ne réfléchissons pas assez concrètement quand il s'agit de mettre en œuvre les choses. Et l'affirmation de nos positions, aussi juste le soit-elle, et j'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, la répétition de nos positions, de nos propositions, tient souvent lieu, je caricature un peu, mais tient parfois lieu de, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, puisqu'on n'arrête pas de dire des choses justes. Et qu'à force de les répéter, ça devrait quand même s'entendre. Je pense que les choses sont plus compliquées que ça, et que la construction d'une majorité de rassemblement en termes d'objectifs de changement, c'est un sujet sur lequel nous devrions réfléchir en permanence pour trouver des voies de défricher la possibilité de ces majorités. Donc la recherche de majorité autour de nos objectifs de changement est vraiment au cœur de notre démarche. Elle est au cœur de notre démarche pour une deuxième raison que je veux souligner, c'est que nous avons choisi depuis maintenant quand même quelques décennies, et je ne vois pas personnellement de raison d'y renoncer, mais ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire, en tout cas dans les premières décennies de notre histoire. Ça n'a pas toujours été le cas dans le mouvement ouvrier, ça n'est pas toujours le cas. Nous avons choisi une voie de changement démocratique, ce qui suppose qu'elle soit sanctionnée par l'expression régulière, ça ne veut pas dire seulement électorale, mais par l'expression régulière de ces majorités. Nous l'avons choisi pour des raisons là aussi assez profondes et qui considèrent que le changement révolutionnaire de la société, s'il veut être durable et profitable dans la durée, la majorité de nos peuples a besoin de son implication, de son intervention et de son adhésion. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire, c'est cette remarque-là qui me paraît importante. La deuxième chose, c'est que notre stratégie est une stratégie de rassemblement, pas seulement de rassemblement, c'est-à-dire, puisque ça, je viens un peu de le dire, stratégie qui unit des gens et qui les unit largement, mais c'est plus profondément une stratégie qui vise l'intervention populaire, majoritaire, la plus consciente possible, autour des objectifs que nous nous fixons pour transformer la société. Donc c'est une stratégie de mise en mouvement permanent de l'intervention populaire. Et c'est évidemment une des dimensions les plus exigeantes de notre stratégie, mais elle est essentielle. Parce que la difficulté à laquelle nous nous rencontrons régulièrement, c'est que la conscience partagée par un très grand nombre de gens, non seulement des objectifs, mais des conditions qu'il va falloir remplir pour les atteindre, des efforts qu'il va falloir produire ensemble pour garantir les changements vers lesquels on veut avancer, des obstacles qu'il va falloir lever. Cette conscience est très hétéroclite. Pour prendre un exemple récent, une majorité de Français ont finalement, dans une bataille très hard, décidé de ne pas réélire Nicolas Sarkozy en 2012. C'était pas évident, d'ailleurs ça s'est joué assez serré, et pourtant le bilan de Nicolas Sarkozy était, du point de vue de l'intérêt des salariés, éloquent. Donc ça avait déjà été une bataille difficile, mais le niveau et la capacité d'intervention de cette majorité de Français qui avaient décidé le changement n'était pas uniforme. Il y avait des gens qui attendaient beaucoup de François Hollande, d'autres qui avaient voté pour lui, y compris dès le premier tour, en n'ayant pas beaucoup d'illusions
sur ses ambitions de transformation, d'autres qui étaient beaucoup plus critiques et beaucoup plus exigeants dès le départ, etc. Or, nous butons assez vite sur les conséquences de cette situation. Parce que dès que les premiers signes apparaissent que François Hollande ne va pas, et son gouvernement, ne va pas répondre à l'attente de changement majoritaire, les effets de ces premières décisions ont du coup des conséquences très différentes selon la manière dont les gens avaient pensé le changement, ou l'avaient pensé possible ou non. Et on s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'avoir une majorité, il faut que dans cette majorité, il y ait une conscience maximum du chemin que nous essayons de prendre, des objectifs qu'il va falloir se donner, du niveau de mobilisation qu'il va falloir entretenir. Beaucoup de militants parmi nous, de militants syndicaux, de militants de mouvements divers et variés dans la société connaissent très bien ce problème. Et savent ce que ça veut dire que d'entretenir dans la durée un rapport de force qui peut mener une lutte à la victoire. Eh bien, c'est la même chose en politique. Si nous voulons des rassemblements majoritaires capables de garantir des changements dans la durée, ils doivent être, les objectifs de ces changements doivent être consciemment partagés par le plus grand nombre. Et ça demande un effort de politisation des rassemblements qui soit considérable. Et ce que nous visons, je disais une mise en mouvement permanente et intervention, ce que nous visons, c'est des dynamiques politiques permanentes qui entretiennent ce mouvement-là. Et évidemment, il ne suffit pas que le changement soit nécessaire, il faut qu'il devienne, je le répète, il devienne l'affaire d'un très grand nombre pour pouvoir rentrer dans la vie. D'autant que les adversaires de ces changements disposent de pouvoirs immenses pour nous empêcher d'y parvenir. Et donc il faut un haut niveau de détermination et de conscience de ces difficultés pour pouvoir intervenir sur ça. Et là aussi, notre effort de rassemblement, notre effort de politisation des objectifs politiques de rassemblement est parfois le plus difficile, c'est de l'entretenir dans la durée, de le renouveler, de le nourrir de nouveaux objectifs, de répondre sans cesse aux questions du politisme. Et pour ça, évidemment, d'être nous-mêmes en dialogue permanent avec les forces qui sont en mouvement pour comprendre ce qu'elles ressentent. Là aussi, je prends un exemple qui a souvent et parfois fait débat entre nous ces dernières années, et je l'ai souvent répété ici. C'est pour ça que dans le quinquennat, très tôt personnellement, en tout cas ça a souvent été l'objet d'une discussion, j'ai considéré que se préoccuper de ce que pensaient les électeurs socialistes de 2012 était une question essentielle. Les électeurs de François Hollande du premier tour. Parce qu'il était absolument évident que conduire une politique de changement dans la durée devait nous conduire à nous intéresser au plus haut point à ce qu'allait devenir la majorité de cette majorité, ou la conscience de la majorité de cette majorité. Et ça n'était pas du tout un affadissement ou un souci électoraliste qui nous conduisait à cette réflexion. C'est que notre capacité à emmener avec nous dans ce mouvement durable d'action pour transformer les choses, la majorité qui avait déjà permis le changement en 2012 était la condition de la réussite. Et il faut bien dire que cette bataille a été extrêmement difficile. On peut même dire que le premier mouvement qui a remis en masse les électeurs de 2012 dans la rue, c'est le mouvement sur la loi travail. Donc il a fallu 4 ans pour qu'on dépasse cette difficulté. Et encore, évidemment, ce mouvement ne résout pas tous les problèmes. Mais
face à quantité d'autres renoncements, attaques, d'autres problèmes, nous avons éprouvé les plus grandes difficultés à continuer à mettre en mouvement la majorité de ceux qui avaient voulu le changement en 2012. Et c'est, à mon avis, une question qui doit sans cesse nous préoccuper, à la fois au plan global, mais comme ça peut être vrai sur des questions où on dit que notre stratégie de rassemblement, nous l'appelons une stratégie de front populaire citoyen, pour exprimer ce que je viens de dire, fait de mobilisation sociale, de construction citoyenne et d'alliance politique entre les courants les plus exigeants pour la transformation sociale et les courants réformistes prêts à agir avec nous sur ces objectifs. Ces deux phrases, cette phrase, ces 2 ou 3 lignes dans le texte du Congrès est pour moi très importante, elle résume les fronts divers sur lesquels il faut tenter d'agir en permanence pour avoir une chance de créer les dynamiques majoritaires qui peuvent entretenir la dynamique de changement. Et si on rentre dans le détail de ces dimensions, on se rend compte de l'exigence que ça recouvre. Je veux dire que dans le congrès, c'est la forme que doit prendre le rassemblement populaire pour porter les objectifs, sa forme à la fois sociale, citoyenne et politique, est depuis toujours l'objet de réflexion et de discussion dans le Parti communiste. Et il y a eu des formules diverses qui ont toujours cherché à exprimer cela. Dans le congrès du Parti communiste que nous avons tenu en 2008, après une décennie qui avait été une décennie de débats, on peut dire extrêmement agités dans le Parti communiste sur les enjeux de la transformation du Parti communiste, nous avancions déjà avec relativement de précision les éléments de cette stratégie. Et nous disions que cette stratégie de front politique devait être en permanence renouvelée et adaptée aux échéances que nous avions affrontées. C'est là aussi une dimension sur laquelle je veux insister, c'est que c'est comme ça, c'est compréhensible en même temps, nous nous figeons très vite sur une formule de rassemblement. Quant à mon avis, nous devrions en permanence être à la recherche de son renouvellement. Non pas pour changer de stratégie et faire différemment, mais pour sans cesse s'adapter aux échéances que nous avons à affronter, qui ne sont pas toujours les mêmes et qui peuvent nécessiter et qui peuvent de s'adapter. Je ne suis pas certain personnellement, bien que ce ne soit pas toujours ce qu'on fasse, que je vais dire, qu'il faut affronter exactement de la même manière une élection européenne et une élection présidentielle. Pour tout vous dire, je pense même à peu près le contraire. Et pourtant, la force des dynamiques que nous arrivons à créer nous conduit beaucoup à la répétition dans la mise en œuvre de nos stratégies de rassemblement, ce qui est compréhensible, parce que quand on a réussi à construire quelque chose, on ne commence pas par le défaire. Mais parfois, par exemple, c'est pour ça que je prends la question des élections européennes, il y a évidemment des moments dans la vie politique où des sujets, où des percées de rassemblement sont plus larges encore, sont possibles. Et à ce moment-là, il faut savoir les saisir absolument pour conforter le mouvement que nous entretenons. Et je pense que nous savons, j'ai envie de dire, relativement bien le faire, nous savons assez bien le faire dans la proximité, parce que nous avons une intelligence, souvent notre ancrage de proximité, qui est une de nos forces, nous invite souvent à un regard plus attentif sur la réalité, les possibilités, les contradictions locales. Et parfois, nous ne faisons pas preuve de la même attention sur les rapports de force nationaux, européens,
en fonction des différentes échéances. Et je pense que nous devrions y être là aussi attentifs. Et j'ai cité des exemples électoraux, mais je pourrais prendre des exemples qui n'ont rien à voir avec les élections. Mener un combat victorieux pour mettre en échec le TTIP, le traité transatlantique, peut nous amener à des configurations de rassemblement qui ne sont pas les mêmes que conduire un objectif sur une autre question qui est la déchéance de nationalité, où nous allons trouver à nos côtés un arc de force qui n'est pas exactement le même. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas la liste des forces que nous rassemblons et leur dénomination. Ce qui compte, c'est la recherche permanente d'un rapport de force majoritaire pour atteindre l'objectif que nous avons fixé. Cette mobilité politique dans la réflexion qui est la nôtre, qui nous oblige en permanence à prendre un peu de temps pour analyser la situation, analyser ce qu'on veut faire, etc., me paraît fondamentale. La vie politique, et ça c'est pas nous qui le décidons, c'est beaucoup accéléré, et le zapping médiatique a aussi beaucoup d'influence sur notre propre rythme de vie politique. Et nous savons que ça a des conséquences sur la vie politique concrète qui est la nôtre. Il est beaucoup plus difficile de prendre du temps pour faire ce que je dis là. Et pourtant, je pense que c'est important de le faire à tout niveau dans le parti, au plan national comme au plan local, de prendre le temps de réfléchir à ça, et parfois de prendre le temps de réfléchir avant d'avoir trouvé la solution. Je sais bien qu'on veut nous souvent avoir la solution très vite et avoir raison pas tout le temps, mais je pense que souvent, il faut qu'on prenne le temps de l'intelligence de la situation pour pouvoir justement ajuster le plus finement possible nos objectifs. La remarque suivante que je veux faire concerne la question concerne le monde, la question des alliances. Je crois qu'on a besoin de discuter de ça parce qu'il y a beaucoup de... Ça recouvre, à mes yeux, des champs qui peuvent être différents et souvent on a des débats confuseurs chez nous. Par définition, j'ai envie de dire, si l'ambition est la nôtre en termes stratégiques et de construire des majorités, elle suppose l'addition de courants qui ne sont pas uniques et qui ne sont pas égaux. Sauf à considérer que la seule construction de majorité possible est celle qui permet à une seule force d'obtenir à elle seule la majorité. Et encore, dans ce cas-là, parce qu'il y a des systèmes politiques ou des cas où ça existe, on s'aperçoit bien souvent que cette force, même seule, est elle-même assez diverse et est elle-même l'alliance de plusieurs courants. Donc, la recherche d'alliance par ceux qui engagent un combat parce qu'ils sont les premiers concernés, ou les plus conscients de la nécessité de l'engager, ou les plus intéressés au changement réclamé, est une des conditions de la réussite et de la transformation majoritaire dans le pays. Quand les salariés, parce que ça n'est pas qu'une question politique et électorale que je pose là, quand les salariés, quand les cheminots, pour prendre un exemple, j'allais dire les salariés du secteur public, quand les cheminots engagent le combat qu'ils engagent contre la réforme de la SNCF, ils se préoccupent au plus haut point de savoir le regard que portent les gens qui ne sont pas directement concernés, qui ne sont pas les plus directement concernés par les enjeux qu'ils portent sur leur combat. Et s'ils ne le font pas, ils risquent d'avoir un élément de faiblesse dans leur combat qui est important. Donc la recherche de ces alliances dans le combat est absolument fondamentale. Et je pense qu'elle doit aussi avoir
des traductions politiques. Nous avons volontairement employé dans la phrase du Congrès, dans cette phrase qui parle des alliances, l'idée du courant réformiste. Je sais que ça soulève des questions et des débats, mais c'est pour moi une question essentielle, parce qu'effectivement, face aux besoins d'une transformation de la société, il y a toujours à la fois des courants qui exigent une transformation qui aille jusqu'à la racine de ce problème, donc qui exige des transformations révolutionnaires, des transformations radicales, qui s'attaquent à la racine. Mais il y a aussi des courants qui s'y attaquent partiellement, qui s'y attaquent en partie, qui, tout en ayant conscience des changements nécessaires, pensent qu'une partie seulement de ces changements sont possibles. C'est vrai, là aussi, ça n'est pas seulement une question politique, mais par exemple l'écologie politique, qui est une exigence de transformation très profonde du monde et de la société, est traversée de beaucoup de ces courants. En France, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Et pourtant, je pense qu'il y a un impératif à travailler de manière continue, sérieuse, y compris dans la confrontation avec l'ensemble de ces courants, si nous voulons réussir des changements majeurs à la hauteur des défis climatiques et écologiques de la planète actuelle. Parce que chacun a bien conscience que la résolution de ces problèmes va nécessiter des mouvements de nature planétaire. Donc notre ambition de mise en mouvement populaire et notre ambition de rassemblement doit être considérable sur des sujets comme cela. Donc je pense que nous avons toujours besoin, là aussi, de réfléchir à ces dimensions-là pour faire aller au bout de notre démarche et d'y aller avec sincérité, avec efficacité, sans considérer, et c'est pour moi le contraire même, qu'il s'agirait de rabattre sur l'objectif. Il s'agit au contraire de le rendre réellement possible, et pas seulement possible de manière incantatoire, mais de le rendre réellement possible. Donc je crois que toutes ces dimensions-là sont des dimensions importantes que je voulais souligner. Maintenant, je veux terminer par deux remarques. Une qui concerne, après on pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais parce que je sais que c'est des questions que nous débattons assez souvent, qui concerne la question de la conquête ou de la place que nous prenons ou que nous ne prenons pas dans les institutions. Je pense que c'est une question essentielle. Je crois qu'il n'y a pas de conquête réelle des pouvoirs sans la conquête continue, partielle et progressivement majoritaire des différentes institutions, pour les mettre au service de la décision majoritaire pour le changement et la transformation. Et je pense que ce combat-là, que nous devons renouveler en permanence, est un combat essentiel dans une stratégie de transformation démocratique de la société. Et je pense que nous devons rediscuter cette question dans le parti aujourd'hui, où j'entends, là pour être direct, trop souvent à mes yeux que cette dimension de notre combat est une dimension soit superflue, soit édulcorée par rapport à la force des objectifs, à la force des objectifs que nous devrions porter. Je pense exactement le contraire. Je pense même que dans un pays comme la France, où ces constructions démocratiques et l'installation des différentes institutions ont pris au fil du temps une place importante, est une dimension essentielle de la conquête des pouvoirs centraux et au-delà, et des lieux de résistance et de combat essentiels. D'ailleurs, par parenthèse, un des éléments de changement stratégique essentiel du Front National,
c'est que parce qu'il vise désormais la conquête du pouvoir, il a décidé de se préoccuper sérieusement, de manière permanente, structurée et organisée, de la conquête de tous les pouvoirs locaux. Pendant des années, le Front National n'avait pas d'élus et ne considérait pas, dirigé par Jean-Marie Le Pen, que ce soit un handicap particulier, parce qu'au fond, ce parti n'espérait pas, ne souhaitait pas la conquête du pouvoir. Ce qui vient de changer assez profondément dans les dernières années, c'est que ce parti considère que son accession au pouvoir en France et dans d'autres pays européens est aujourd'hui possible. Et il a choisi de le faire en s'occupant de cette question-là. Et ne nous y trompons pas, le Front National n'est pas seulement en train de s'occuper de l'élection présidentielle, il s'occupe aussi beaucoup des élections législatives. Beaucoup plus que peut-être nous le voyons ou que le débat médiatique ne le laisse pas. Parce que cette conquête permanente fait désormais partie intégrante de sa stratégie d'hégémonie politique dans la société. Et je crois que nous avons une des forces du Parti communiste et d'avoir justement consacré beaucoup d'efforts politiques à la conquête de ces positions, qui sont des positions de combat politique et qui sont des positions à travers lesquelles nous essayons à la fois de changer les politiques, de changer les choix, de changer les institutions, mais aussi de faire avancer les consciences et travailler le rassemblement. Ces positions électives sont aussi des positions et des points d'appui pour le travail de rassemblement dont je parlais précédemment, qui sont considérables. Et d'ailleurs, les endroits où nous sommes privés de toutes ces positions, nous savons très bien que cela nous handicape considérablement dans le rayonnement de notre travail de rassemblement. Donc, je pense que c'est une question qui est importante, à laquelle nous devrions continuer à réfléchir avec beaucoup d'attention et probablement plus d'attention que nous l'avons fait ces dernières années, plus d'exigence. Et je veux dire de ce point de vue, parce que j'avais eu l'occasion de le dire à des moments de débat un petit peu tendus sur cette question dans le front de gauche, je m'étais même mis assez en colère, je me rappelle, dans une réunion publique d'ailleurs, sur cette question, avec mes amis, avec d'autres de mes amis partenaires du front de gauche. Je m'étais mis assez sérieusement en colère contre l'idée que l'opposition élective, c'était celle que le Parti socialiste ou nos adversaires voulaient bien nous concéder. C'est une erreur profonde sur les décennies de lutte politique qui ont conduit à l'existence de ces positions. Toutes les positions, j'avais eu l'occasion de le dire dans cette réunion, toutes les positions que nous avons sont le résultat de batailles politiques construites par les communistes, de rapports de force construits par les communistes et par d'autres, pour faire prévaloir dans ces lieux institutionnels des positions de combat face à la domination des intérêts financiers et que nous les utilisions très bien, moins bien, insuffisamment, est une autre question que nous pouvons nous poser sur d'autres dimensions de notre activité que nous pouvons faire. Mais que nous nous posions, comme je l'entends parfois en ce moment, la question de renoncer à investir cette dimension me paraît être une erreur profonde. Donc je crois que, au contraire, il s'agit d'une des dimensions importantes de la conquête des pouvoirs à laquelle il nous faut réfléchir. Et elle suppose, évidemment, que nous réfléchissions en permanence sur la nature de ces institutions, sur la manière de les subvertir, sur la manière de les transformer, sur la manière de les faire évoluer. Et d'ailleurs, la nature de ces institutions n'est jamais neutre. Et nos adversaires et ceux qui détiennent le pouvoir pensent en permanence la bonne manière de transformer, de réformer, de modifier ces institutions pour soit en limiter le pouvoir quand elles sont trop gênantes, on vient de le voir avec la réforme territoriale, et l'effort considérable qu'ils sont en train de déployer pour assécher le terreau démocratique que constituent les institutions
institutions locales françaises depuis longtemps, et réduire encore les espaces démocratiques. Donc ça passe par le rôle de ces institutions, mais aussi les efforts qu'ils font pour modifier les modes de scrutin, de manière à mettre à l'abri tel ou tel courant politique de ces institutions, ou inversement. Et évidemment, parmi les difficultés que nous rencontrons, qui nous obligent à réfléchir à des problèmes aussi, alors là, pas de stratégie politique, comme je disais, mais de tactique électorale, parce que si nous considérons que la conquête de ces pouvoirs est un objectif stratégique, alors il devient, à mon avis, noble de s'occuper de la question des tactiques électorales qui permettent de conquérir ces positions, et ça n'est pas une question sale, c'est une question qui mérite d'être posée. Eh bien, nous voyons bien que dans cet édifice, la question de la présidentialisation de la vie politique est un nœud, qui a beaucoup évolué en plus ces dernières années, et qui a même subi des transformations très profondes maintenant avec le quinquennat, qui n'est pas seulement le quinquennat, qui n'est pas seulement le raccourcissement du mandat présidentiel, mais qui est la dévalorisation profonde des élections législatives et la dénaturation en fait, de la possibilité, le rétrécissement plus exactement, le rétrécissement de la possibilité de prendre le pouvoir à l'échelle nationale. Parce que si il faut bien se rendre compte que la disparition des élections législatives comme un enjeu à part entière, indépendant de l'élection présidentielle, je vous rappelle que ce n'est pas si vieux que ça. Avant que François Mitterrand soit élu en 1981, la gauche de l'époque a failli prendre le pouvoir, non pas dans une élection présidentielle, mais dans les élections législatives de 1978. Et les choses se sont jouées à très peu de choses. Et évidemment, la prise de pouvoir législative par une majorité constituée de courants divers, ça n'est pas la même chose que la conquête d'une position présidentielle. Et le rétrécissement de l'accession par le peuple au pouvoir d'État par la seule présidentialisation est un obstacle considérable dans notre pays. Et là aussi, ça suppose, face à des batailles de cette nature, de réfléchir à ces difficultés. Et si nous disons aujourd'hui qu'il faut mener à égalité, en quelque sorte, bien qu'elle soit, que l'une des législatives soit totalement institutionnellement assujettie à l'élection présidentielle aujourd'hui, c'est parce que nous voulons entrer en conflit avec la nature des institutions actuelles. C'est parce que nous voulons combattre la nature des institutions actuelles. Donc, convaincre des millions de gens dans le pays que malgré toutes les apparences et malgré toute la manière dont les choses sont réalisées, ces élections sont à égalité, c'est un enjeu démocratique de conquête du pouvoir. Ça n'est pas juste une tactique des communistes. C'est que si le point d'entrée dans la conquête du pouvoir d'État, c'est uniquement l'élection présidentielle, je le répète, ça veut dire que ce point d'entrée est considérablement réduit pour les forces démocratiques. Et la difficulté est 1000 fois plus grande encore qu'elle ne l'est à travers une élection plus démocratique, plus ancrée territorialement, qui peut être plus proche des citoyens que ne l'est les élections législatives. D'ailleurs, non seulement il y a ainsi, mais il y a beaucoup de projets de réduction importants du nombre de parlementaires qui figurent dans les différents programmes pour encore réduire ces espaces démocratiques. Et nous ne pouvons pas, je pense, laisser faire. Donc cette question des institutions, et là je ne parle que des institutions politiques, parce qu'il faudrait parler de l'entreprise et de beaucoup d'autres choses, me paraît essentielle. Et la dernière remarque que je veux faire, il y en aura beaucoup d'autres, c'est la dimension européenne et internationale de notre combat. Je pense, bon là aussi c'est une vieille question, le mouvement ouvrier, le mouvement communiste, c'est pas la première fois qu'on se demande s'il faut changer le monde, ou s'il faut changer un pays.
C'est une question qui a été, qui est récurrente. Je pense que dans la dimension de la mondialisation actuelle, mais je développe pas ça pour pas être trop long, je pense que la dimension internationale, qu'elle soit européenne ou plus large de nos combats, devient une question stratégique de première importance. Je pense que nous avons besoin en permanence, et quasiment sur toutes les questions, nous voyons bien, de mener de front les dimensions de ce combat-là. Et les questions avec la mondialisation, la vision qu'ont les gens de leur propre vie, de la société, de leur horizon le plus proche, dans les quartiers, dans les cités, est une dimension mondiale, est une dimension internationale. La dimension internationale est un aspect maintenant omniprésent de la construction des consciences politiques. Et on voit bien comment ce qui se passe dans le monde, au Proche-Orient, avec la crise des migrants, ce qui se passe aux États-Unis, dans la bagarre entre Trump et Clinton et beaucoup d'autres choses, façonnent en permanence la vision qu'ont des Français de la possibilité ou non de transformer leur vie, leur propre vie, y compris chez eux, dans leur ville, ou dans leur région, ou dans leur pays. Donc c'est une dimension stratégique indispensable. Mais si c'est une dimension stratégique indispensable, elle pose elle aussi les questions par lesquelles j'ai commencé, qui sont les questions de la construction de front à l'échelle européenne ou internationale. Et là encore, je crois que nous sommes devant un défi considérable qui est de construire en permanence la convergence, la coopération et l'unité dans des fronts politiques de force d'une très grande diversité, mais qui ont des intérêts communs et qui peuvent, en s'alliant, conduire à des changements essentiels. Et c'est un travail que nous menons de manière conséquente et importante en Europe, dans le parti de la gauche européenne, avec le parti de la gauche européenne, et pas seulement dans le parti de la gauche européenne, puisque nous travaillons avec beaucoup de forces qui ne sont pas membres du parti de la gauche européenne. Et d'ailleurs, j'attire votre attention, puisque les communistes ont saisi de ce texte, il y a un congrès du parti de la gauche européenne au mois de décembre, et à partir de septembre, le texte que notre délégation à ce congrès sera chargée d'adopter ou d'amener va circuler parmi les communistes, que figure dans le texte, dans le document politique du parti de la gauche européenne, une proposition importante. Nous sommes à l'origine de cette proposition, mais elle est avec d'autres camarades du PGE, nos camarades espagnols, d'autres, dont Maïté Mola, qui est parmi nous aujourd'hui, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais une proposition extrêmement importante qui est la création, au-delà du PGE, qui est la création d'un forum politique européen annuel, donc d'un forum politique européen permanent, et qui tiendrait des rassemblements annuels pour faire converger et faire travailler de manière structurée et permanente entre elles l'ensemble des forces démocratiques en Europe pour aller vers ces transformations. Mais de la même manière, et ça oblige, et là je pourrais développer, je serai intarissable sur cette question, ça oblige évidemment à une capacité de travail avec des forces d'une très grande diversité, qui sont déjà très diverses dans le PGE, qui le sont très au-delà, et qui le sont plus encore parce que ces forces aujourd'hui, ces forces démocratiques, ces forces de transformation sociale en Europe, viennent de courants politiques divers, convergent de plus en plus, mais parce que, évidemment, nous et que d'autres prennent pour cela des initiatives politiques importantes. Mais ce travail-là a besoin d'être conduit à l'échelle internationale, et la conférence internationale que nous avons tenue au prélude au congrès le 1er juin dernier, et qui a été un très grand succès, avait de ce point de vue une importance majeure, parce qu'après les bouleversements géopolitiques du monde qui sont intervenus dans les années 80,
nous avons traversé une période, du point de vue de la coopération des forces progressistes internationales, que je pourrais un peu qualifier de champ de ruines. Et nous sommes dans une phase intense de reconstruction de ces coopérations, mais avec des forces d'une plus grande diversité. Et cela nécessite de la part des communistes français, une intelligence et une capacité de travail sur ces enjeux de rassemblement, de construction de majorité, absolument essentielle. Et nous avons, depuis 10 ans, fait des choses extrêmement importantes en la matière. Et par exemple, la coopération qui existe maintenant entre nos forces européennes progressistes européennes et l'ensemble des forces du Forum de Sao Paulo, qui rassemble les forces de la gauche latino-américaine, est un élément essentiel. Et nous tiendrons d'ailleurs à la veille du congrès du PGE un forum de travail très important entre ces deux pôles de forces progressistes latino-américaines et européennes. Mais nous sommes évidemment, par rapport à l'ampleur des défis d'aujourd'hui, nous sommes au b.a.-ba de ce qu'il convient de construire. Donc là, le renforcement à laquelle nous nous attachons de notre travail international, la relance de notre travail international, l'innovation de notre travail international et européen sont des dimensions fondamentales de notre stratégie. Et là encore, ne confondons pas les choses. Le débat que nous pouvons avoir sur la nature des institutions européennes actuelles et la manière de se situer par rapport à ça n'invalidera de toute façon pas le besoin extrême de cette coopération politique. Et je pense même personnellement, et c'est ce que je plaide au PGE, qu'il serait fou que les débats qui traversent ces forces progressistes européennes sur les institutions européennes les conduisent à ralentir leur travail de coopération mutuelle, alors qu'il faut au contraire l'intensifier. J'ai envie de dire, quels que soient ces débats-là. C'est pour ça qu'il fallait être solidaire de Syriza avant juillet 2014, 15, mais qu'il faut continuer évidemment à travailler avec eux dans ce moment-là, parce que si, vu l'immense travail qui est devant nous, si chacun des obstacles rencontrés par l'une ou l'autre de ces forces nous conduit à faire un pas en arrière au travail commun entrepris, nous ne sommes pas arrivés au bout de l'objectif. Donc nous devons, vous savez, nous avons dans le mouvement communiste international mis quelques décennies à comprendre que la diversité de nos situations respectives ne devait pas être un obstacle à notre travail commun. Je pense que à l'échelle des forces avec lesquelles il convient de travailler au plan européen et au plan international, je crois que nous devons avoir, nous les communistes français, l'intelligence de comprendre que la diversité de ces forces, non seulement n'est pas un obstacle à ce travail, mais que nous devons l'intégrer comme une des dimensions inévitables de ce travail de construction. Et en faisant cela, nous pouvons alors faire des progrès extrêmement rapides. Et si le congrès du PGE, par exemple, décide la proposition dont je parlais tout à l'heure, elle peut changer assez vite beaucoup de choses à l'échelle de l'Europe, là où les capacités de réaction convergentes et mutuelles de forces démocratiques en Europe sont encore bien faibles par rapport à l'ampleur des attaques qui sont portées, et quand tant de choses qui se passent inaperçues alors qu'elles sont essentielles. Il y a par exemple une bataille très lourde engagée entre la Commission européenne, le gouvernement portugais actuel soutenu par les communistes portugais et une autre force qui est au PGE locaux, soutenu parlementairement de son propre gouvernement, et le gouvernement espagnol, puisque la Commission européenne est sanctionnée budgétairement, mais ce n'est pas leur problème, c'est le nôtre à tous en Europe. Parce qu'évidemment, une défaite de la Commission européenne sur cette question aurait des implications pour l'ensemble des pays européens. Et on pourrait prendre 1000 exemples de ce genre. Donc la conscience qu'ont les Européens de leur intérêt commun à s'engager ces batailles, nous sommes encore très loin du compte. Et nous avons nous-mêmes évidemment un immense travail à faire pour ça. Donc cette dimension-là me paraît une dimension essentielle.
déprésidentialiser les esprits et les consciences, et parfois même les nôtres, il faut avancer des propositions de déprésidentialisation des institutions. Cette question qui est discutée dans le parti depuis un moment, il faut le dire honnêtement, elle a évolué dans nos propositions, puisque pendant très longtemps le Parti communiste a même proposé la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel, puis a avancé différentes propositions, et celle du septennat non renouvelable, effectivement, que je n'ai pas repris dans le texte ce matin, mais parce que j'en ai pas repris d'autres, fait partie de ces propositions qui en même temps continuent, je dois le dire, parmi, y compris les camarades qui travaillent sur ces questions, de faire débat pour savoir si c'est celle-là la bonne proposition. Mais en tout cas, c'est certain qu'on a un gros sujet et qu'il faut avancer les propositions de déprésidentialisation des institutions et qui viserait à finalement à retourner à la primauté du législatif sur la conduite de l'élaboration des lois et de manière à avoir un exécutif qui soit sous le contrôle du Parlement, alors qu'aujourd'hui, en quelque sorte, on a l'inverse. Le 49.3 étant l'illustration de ça, c'est-à-dire qu'on a un législatif qui est au service de l'exécutif et pas du tout. Donc on a eu une inversion